Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, notre train desservira la gare de Compiègne. 8 heures du matin, nous sommes dans le train vers Paris. À la gare de Maubeuge, nous avons retrouvé nos camarades de la section audiovisuelle. Ils reviennent tout juste de Pologne, ils sont épuisés par leur voyage, mais leur énergie nous impressionne. Avec les caméras, les appareils photos, nos travaux de recherche et un plan de Paris, nous allons marcher dans les pas de Simone Veil. Lucas, bonjour. On est dans un train. Est-ce que tu peux nous expliquer où on va, ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout d'abord, nous irons à l'hôtel Lutetia, où elle fut recueillie en tant que réfugiée suite à la déportation. Ensuite, nous irons à la rue Saint-Guillaume, à l'Institut des sciences politiques, où elle a passé une grande partie de sa vie d'étudiante. Puis nous irons à la Sorbonne. Avant cela, nous aurons fait un rapide détour au Jardin du Luxembourg pour expliquer brièvement son enfance. Puis nous irons au Panthéon où elle sera inhumée début des vacances. Son corps repose actuellement au cimetière Montparnasse de Paris. Nous irons ensuite à l'Assemblée nationale où elle a été ministre de la Santé et où elle a lutté pour la loi de l'avortement. Puis nous irons ensuite au Conseil supérieur de la magistrature. Et après cela, nous aurons fait une grande partie de sa vie en tant que femme et surtout de femme politique. Dès la sortie du train, nous sommes plongés dans l'ambiance de Paris. La journée s'annonce chargée. Il faut trouver le métro et se repérer sur le plan. Simone Veil ne nous quitte pas. Elle est dans nos têtes. On cherche sa trace. Arrivés sur place, nous trouvons l'hôtel Lutetia en travaux. La magnifique façade art déco est malheureusement cachée. Alors, nous improvisons. Nous prenons du recul et choisissons le trottoir d'en face. Nos camarades d'audiovisuel nous donnent quelques indications. Difficile de gérer notre stress et de nous rappeler les informations à présenter. Lola est la première à devoir se jeter à l'eau. Oriente les rescapés, où elles sont accueillies par des comités d'accueil. Dans le hall, elles peuvent... Et oui, faire un face caméra sans se tromper, ce n'est pas évident. Après plusieurs tentatives, Lola se sent finalement prête à raconter le lien qui unit Simone Veil avec ce grand hôtel. Léa, qui est sourde de naissance, s'est proposée pour traduire en langue des signes toutes les explications. Le 23 mai 1945, à Paris, au centre d'accueil de l'hôtel Lutetia, qui se trouve juste ici derrière moi, Simone et sa sœur sont accueillies avec les autres rescapés des camps. Dans le hall de l'hôtel, elles peuvent essayer de retrouver les membres de leur famille à l'aide de listes de noms et de photographies. Elles peuvent aussi se reposer dans des chambres. Et c'est là que Simone apprend qu'elle a réussi son baccalauréat. Madeleine, Denise et Simone sont les seules survivantes de la famille. Les autres membres ne sont jamais revenus du camp de concentration. Sa mère est morte du typhus en 1945. Son père et son frère ont été déportés en Lituanie par le convoi 73, duquel ils n'en sont jamais revenus. Sa sœur Denise a été déportée à Ravensbrück. Nous déambulons joyeusement dans la ville. Au détour d'une avenue, nous entrons dans le parc du Luxembourg, un endroit magnifique pour aborder l'enfance de Simone Veil. Revenons sur l'enfance de Simone Veil. D'où vient-elle ? Simone Jacob est issue d'une famille juive et française. Sa mère s'appelle Yvonne, son père s'appelle André. Ils se sont mariés très jeunes, sa mère n'avait que 21 ans et lui en avait 32. Il était architecte et elle était encore aux études, mais il lui a fait arrêter les études quelques temps après le mariage. Donc c'est comme ça qu'elle est devenue mère au foyer. Ils habitaient dans un petit appartement à Paris, à l'avenue Truden, où ils ont d'abord eu 2 enfants. C'est d'abord Madeleine qui est née en 1923 et l'année suivante c'est Denise. Ensuite ils ont emménagé à Nice où ils ont de nouveau eu 2 autres enfants.
En 1925, c'est Jean qui naît et Simone Veil naît le 13 janvier 1927. Oui, c'est ça. Et comment était sa famille? Son père vient d'une famille patriote et laïque. Et les enfants ont toujours vécu dans une ambiance très, très heureuse. Donc elle était juive. Et est-ce qu'elle a eu des problèmes à cause de ça? Oui, parce qu'en 1940, l'Allemagne a envahi la France. Le gouvernement Vichy a été mis en place sous l'autorité du maréchal Pétain. Et du coup, à ce moment-là, les Juifs étaient obligés de se déclarer en tant que Juifs, ce qui fait que son père a perdu son boulot, il ne pouvait plus exercer ses fonctions. Mais en mars 1943, la situation s'est encore plus dégradée, vu que la Gestapo et la troupe allemande ont envahi tout le sud de la France. Et la famille a dû se cacher comme ils étaient juifs. Et donc chaque membre de la famille a dû être hébergé chez des amis. Et pour ses études, comment elle a fait? Simone Jacob, elle a passé son baccalauréat sous son vrai nom. Mais le souci, c'est que le lendemain, en fait, elle est sortie avec un ami pour fêter ça. Et pendant cette sortie, ils ont rencontré 2 Allemands en civil qui ont procédé à un contrôle d'identité. Et ils ont tout de suite remarqué que la carte d'identité de Simone Veil était fausse. Donc elle s'est fait arrêter. Et comme son ami n'était pas juif, il a pu ressortir. Elle lui a demandé de prévenir sa famille. Et vu qu'il était suivi, la mère, la sœur et le frère de Simone se sont fait arrêter. Ils ont ensuite été emmenés dans un camp de transit à Drancy. Et on connaît la suite. Nous tentons à présent de trouver la rue Saint-Guillaume, dont Simone Veil parle avec tant de bonheur dans son autobiographie. Dans le quartier Saint-Germain, un autre monde s'ouvre à nous. Le monde de l'élite intellectuelle parisienne. Voici l'Institut des sciences politiques où Simone Veil a étudié. Aujourd'hui, les jeunes qui entrent et sortent des auditoires discutent en anglais. Une évolution culturelle probablement due à la mise en place de programmes d'échange européens. C'est finalement à la Sorbonne que nous décidons de faire une halte. Comme nous l'avons vu précédemment, Simone Jacob arrive le 23 mai 1945 à l'hôtel Lutetia où elle découvre qu'elle a le bac. Elle a toujours rêvé d'être avocate, donc elle s'inscrit à la faculté de droit de Paris, ici. Là-bas, elle entend parler d'une autre école, une école de Sciences Po, où elle décide de s'inscrire. Normalement, il y a un examen de passage pour y aller, mais comme elle a un passé de déportée, il décide de la laisser passer direct. Elle va plus se concentrer sur ses études de Sciences Po que sur ses études ici à la faculté de droit. Elle va rester avec un petit groupe d'amis parce qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse des remarques sur son passé de déporté. Simone le dit elle-même. Le clivage entre les deux France, celle de la collaboration et celle de la résistance, demeurait trop lancinant pour que les gens ne veillent à éviter des polémiques inutiles. L'un des rares souvenirs que j'ai conservés des débats de l'époque portait sur la laïcité. Quelle qu'ait pu être leur conception religieuse, j'étais frappé de voir à quel point nos professeurs tenaient à nous inculquer une haute idée du reste plus vigoureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle dit conserver un bon souvenir de ses études universitaires. Elle y rencontre son futur mari, Antoine Veil. Comme elle, il suit les études en sciences politiques. En 1946, ils se marient et en 1947, ils ont leur premier enfant. Pour Simone Veil, c'est le début d'une longue et belle carrière à la justice et en politique. Simone Veil a toujours eu soif de justice depuis qu'elle est toute petite, dû à son passé de déportée et à son éducation stricte, où elle a pu se forger son caractère, sa vigueur et son sens du travail. Elle a réussi sa licence de droit à l'Institut politique de Paris. Elle a refusé de continuer son étude d'avocat à cause de son mari. Mais après quelques négociations, elle a décidé de suivre le concours de la magistrature en 1954. En 1956, elle le réussit et après quelques stages, elle réussit à devenir haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. C'est en continuant sa mission qu'elle décide d'aider des femmes prisonnières en Algérie ainsi que des hommes soumis à la peine de mort.
En 1964, elle continue de s'occuper d'affaires civiles. En 1969, elle va au ministère de la Justice pour voir René Pleven. En 1970, elle devient la première femme secrétaire au Conseil général de la magistrature. C'est par son passé de discrimination qu'elle va se forger des valeurs de justice. Elle va se forger des valeurs de justice envers tous en faisant passer des lois compliquées ou même en faisant entendre la voix des femmes. À l'Assemblée nationale, Simone Veil mènera certains combats acharnés, notamment celui concernant le droit à l'avortement. Nous sommes devant l'Assemblée nationale car Simone Veil a été nommée ministre de la Santé le 29 mai 1974 par le président Valéry Giscard d'Estaing, dans le gouvernement de Jacques Chirac. Elle est chargée de proposer une modification de la loi sur l'intervention volontaire de grossesse, IVG, face au problème de l'avortement clandestin. Malgré que cela reste un sujet explosif et qu'elle reçoit des menaces et des attaques, elle continue son combat jusqu'au moment où la loi sera finalement votée le 29 mai 1974 à l'Assemblée nationale. Le débat va durer 3 jours, du 26 au 28 novembre. La loi ne sera votée finalement que dans la nuit du 29 novembre par 284 contre 189. La loi dépénalise l'IVG sous certaines conditions. La loi a été votée pour 5 ans. Simone Veil a été ministre de la Santé pendant 5 ans, donc jusqu'en 1979. Lors de son combat, la ministre a été blessée par les attaques des anti-avortements, l'accusant par exemple de vouloir gazer ou brûler des fœtus. Malgré toutes ces attaques, elle continue de défendre son avis en disant que ce n'est pas une mesure de confort pour les femmes d'avoir recours à l'intervention volontaire de grossesse, mais c'est bien un problème. En Belgique, la loi ne sera votée qu'en 1990. Cette journée dans Paris nous aura permis de nous rendre compte du travail accompli par cette incroyable personne qu'est Simone Veil. Nous sommes impressionnés par l'énergie qu'elle a pu déployer pour surmonter son passé, sa douleur et les transformer en lutte politique. Pas étonnant avec une telle carrière qu'elle trouve une place au Panthéon, sur la place des grands hommes. Nous nous trouvons ici au Panthéon, un bâtiment très important puisque c'est ici que reposera Simone Veil en juillet prochain. C'est le président de la République française qui a décidé d'inhumer Simone Veil ici au Panthéon. Aux côtés de son mari Antoine Veil. Si vous remarquez, au fronton ici, il y a un écriteau qui est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Pourquoi c'est le droit de reposer au Panthéon ? Parce que celle-ci a fait de nombreuses choses dans sa vie. Elle est devenue ministre de la Santé publique sous Valéry Giscard d'Estaing. Puis après, elle est devenue ministre des Affaires sociales sous Jacques Chirac. Donc elle a eu beaucoup de projets, dont la loi pour l'avortement. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a décidé de l'inhumer ici au Panthéon. Mais pour l'instant, elle est dans le caveau familial, dans le cimetière de Montparnasse à Paris. Elle rentrera seulement au Panthéon l'année prochaine en juillet. La journée s'achève. Nous sommes fatigués mais remplis d'une énergie nouvelle. L'exemple de Simone Veil nous prouve que tout est possible, que nous pouvons choisir notre chemin et que l'avenir nous tend la main. C'est à nous maintenant de relever des défis et d'agir dans les pas de cette grande dame.